Partie 16 de l'art de vivre. L'attention au présent. L'attention au présent n'est pas un idéal lointain ni une posture réservée à quelques initiés. C'est une capacité organique, inscrite dans le fonctionnement du cerveau, qui consiste à orienter volontairement ses ressources vers ce qui se déroule ici et maintenant. Cette orientation n'a rien de spectaculaire. Elle ressemble à un geste discret, presque banal, par lequel la conscience décide de rester avec l'expérience en cours plutôt que de se laisser entraîner ailleurs. Ce choix simple transforme pourtant la qualité de la perception, apaise les réactions émotionnelles et donne au souvenir une texture plus fidèle. Lorsque l'attention se disperse, le monde paraît s'éloigner, les contours se brouillent, les pensées se chevauchent. Lorsqu'elle se recentre, la réalité reprend de l'épaisseur, les détails redeviennent visibles, et l'esprit retrouve un axe autour duquel s'organiser. Le cerveau ne séjourne pas spontanément dans le présent. Son activité ordinaire vagabonde, passe d'une hypothèse à une autre, compare, anticipe, projette. Cette mobilité est utile pour apprendre, se souvenir, planifier, éviter des risques, préparer ses décisions. Elle a cependant un coût bien réel. Chaque détour imaginaire, chaque scénario éventuel, même bref, consomme des ressources qui ne sont alors plus disponibles pour ce qui se passe réellement. À la longue, ce va-et-vient crée un bruit de fond, une agitation diffuse faite de fragments d'images et de débuts de phrases, qui occupent la scène mentale sans la remplir. Le corps est assis dans une pièce, mais l'esprit est déjà ailleurs, et cette dissociation altère la précision sensorielle autant qu'elle fragilise l'équilibre émotionnel. Revenir au présent ne demande pas de forcer le silence ni de chasser la pensée. Il s'agit plutôt d'un déplacement doux du regard intérieur. On cesse de commenter pour commencer à voir. On laisse un instant les explications en suspens, le temps d'entendre un son jusqu'à sa fin, de sentir l'air qui entre et qui sort, de suivre visuellement une ligne sur le mur sans chercher ce qu'elle signifie. Ce basculement si simple modifie la dynamique cérébrale. Les réseaux qui soutiennent la rêverie automatique s'apaisent, tandis que les régions engagées dans l'orientation volontaire et le contrôle de la tâche en cours prennent le relais. Ce n'est pas une illumination, c'est une rééducation de la perception. On n'ajoute rien, on retire seulement ce qui encombrait. La concentration que permet cette présence n'est pas synonyme de tension. Elle ne contracte pas, elle sélectionne. Être concentré, c'est accorder la priorité à un objet plutôt qu'à 1000 autres, et maintenir cette priorité sans dureté inutile. Cette distinction est essentielle. Beaucoup confondent attention et crispation, comme s'il fallait serrer les dents pour rester présent. La crispation épuise rapidement, la présence soutenue économise. Elle s'apparente davantage à un ajustement fin qu'à un effort héroïque. On choisit de demeurer avec ce que l'on fait, et l'on y demeure. On n'empêche pas les distractions d'exister, on cesse de les nourrir. Elles passent comme passent les voitures au loin lorsque l'on marche sur un sentier, on sait qu'elles existent, mais ce n'est pas elles que l'on suit. Cette économie se mesure. Un esprit dispersé dépense beaucoup d'énergie à démarrer et interrompre de petites séquences mentales qui n'aboutissent pas. Il change de cible, revient en arrière, relance, vérifie, compare, sans profiter des bénéfices de la continuité. Un esprit présent diminue ses transitions coûteuses. La tâche n'avance pas seulement plus vite, elle avance avec moins d'usure. Le rythme cardiaque se stabilise, la respiration devient plus régulière, la posture se relâche sans s'affaisser. L'ensemble du système s'accorde sur une fréquence plus cohérente. Rien d'extraordinaire n'a été ajouté, on a simplement enlevé ce qui fragmentait. L'attention au présent agit également comme un amortisseur émotionnel. Lorsqu'une pensée inquiétante surgit, la réaction impulsive consiste à la suivre et à la déployer. On imagine la suite, on calcule, on rumine, et le corps s'y accorde aussitôt. La présence opère différemment. Elle interrompt la fuite en avant, non en niant la pensée, mais en la voyant telle qu'elle est, un contenu mental, né et perçu maintenant, ne valant pas plus que ce que l'on s'apprête à lui donner. Cette reconnaissance suffit souvent à empêcher l'emballement.
L'émotion se ressent, mais elle ne commande plus. Elle devient un phénomène traversant plutôt qu'une consigne. Cette lucidité n'efface pas les difficultés réelles. Elle permet seulement de ne pas y ajouter la couche préventive et inutile d'un film intérieur catastrophiste. Les exemples ordinaires sont les plus probants. Préparer un repas sans musique de fond et sans alternance frénétique entre messages, vidéos courtes et photos, c'est redonner aux gestes une unité qu'ils avaient perdue. Couper des légumes, sentir la lame toucher la planche, écouter le léger frottement, noter la couleur qui change à la lumière, tout cela paraît insignifiant. Pourtant, ces perceptions reconstituent une continuité corporelle qui calme l'esprit. La lecture offre une autre illustration. Lorsqu'on lit en interrompant la phrase toutes les 2 lignes pour vérifier une notification, la mémoire enregistre davantage la sensation d'interruption que le contenu lui-même. Lire vraiment, c'est accepter de laisser la phrase se dérouler jusqu'à son point, puis de respirer à son rythme, le temps que le sens se dépose. La marche, enfin, conduit naturellement à ce type de présence. Poser le pied, sentir l'appui, regarder ce que l'on voit sans le renommer immédiatement, c'est exercer un art de l'attention qui ne demande ni matériel ni méthode, seulement de revenir. Revenir n'est pas un exploit, c'est une habitude à bâtir. La plasticité du cerveau soutient cet apprentissage. Ce que l'on répète s'installe, ce que l'on néglige s'affaiblit. Chaque fois que l'on ramène volontairement l'attention à l'expérience en cours, on renforce la voie qui rend ce retour plus aisé la fois suivante. Au début, l'effort paraît important, non parce que l'attention est difficile, mais parce que la dispersion est devenue automatique. Peu à peu, l'équilibre s'inverse. Il devient plus naturel de rester avec la tâche que de s'en écarter. L'attention cesse de ressembler à un exercice, elle devient un style de présence. Ce style se reconnaît à de petits signes. Les pensées perdent leur besoin d'être commentées à voix haute dans la tête. Les gestes se simplifient. Le temps n'est pas plus lent, il est moins rempli d'anticipation. On n'attend pas la fin de ce que l'on fait pour passer mentalement à ce qui vient ensuite. On accomplit ce qui est là, puis seulement on passe. Cette simplicité n'est ni paresse ni renoncement. Elle libère au contraire de l'énergie, car elle réduit la double dépense de la dispersion et de son regret. On n'a plus à se reprocher d'avoir été absent, puisqu'on était présent. Il est utile de préciser que cette présence ne prétend pas abolir la planification ni l'imagination. Vivre exclusivement dans l'instant serait une autre forme d'appauvrissement. La planification sert, l'imagination éclaire, la mémoire ancre. Mais ces fonctions gagnent à être convoquées quand elles sont utiles, et non parce qu'elles se déclenchent toutes seules. L'attention au présent n'interdit pas de penser à demain, elle évite seulement de vivre demain en avance, au détriment d'aujourd'hui. Elle ne ferme pas l'avenir, elle empêche qu'il envahisse. Elle n'efface pas le passé, elle empêche qu'il commande. La régulation émotionnelle bénéficie directement de ce recentrage. Lorsqu'une contrariété survient, le réflexe habituel consiste à y répondre selon l'habitude du moment, agacement, fuite, justification, surcontrôle. La présence propose une autre séquence. Elle commence par reconnaître la sensation qui monte dans le corps avant le commentaire qui l'accompagne. Le ventre se serre, la gorge se tend, la chaleur monte aux joues. Voir ces signaux permet d'orienter différemment la suite. Une respiration posée, quelques secondes d'appui conscient sur la plante des pieds, un regard qui se pose sur un objet réel dans la pièce, suffisent souvent à se désenclencher. Le contexte extérieur n'a pas changé, mais l'intérieur a retrouvé assez d'espace pour ne pas réagir à partir du point le plus étroit. Cette micro-habileté s'apprend comme on apprend un geste technique. Elle ne supprime pas l'émotion, elle lui offre un cadre plus large. On comprend alors que l'attention au présent n'a rien d'une promesse de sérénité permanente. Elle ne garantit pas un état stable et uniforme. Elle fournit un outil pour traverser la variabilité. Elle permet de voir que l'on est agité quand on l'est, plutôt que de devenir cette agitation. Elle autorise le calme lorsqu'il se présente, sans s'y attacher comme à un standard.
Cette neutralité est précieuse. Elle dégonfle l'idée selon laquelle il faudrait se sentir d'une certaine manière pour que la vie soit bonne. La qualité de l'expérience dépend moins de la couleur de l'émotion du moment que de la capacité à la contenir sans la confondre avec soi. La mémoire bénéficie elle aussi de cette manière d'habiter l'instant. Ce qui a été perçu clairement se retient plus fidèlement. La scène qui s'imprime ne se réduit pas à 2 ou 3 détails isolés sur un fond d'oubli, elle gagne une trame. On se souvient non seulement de l'information, mais de la manière dont elle est arrivée, du contexte sensoriel qui l'accompagnait, de l'intonation d'une voix, de la lumière d'une pièce. Ce supplément de texture rend les souvenirs plus robustes et plus utiles. Ils aident à comprendre, à relier, à tirer des conséquences justes, plutôt qu'à alimenter des conclusions hâtives. La présence, en affinant la perception, prépare de meilleurs souvenirs, et ces souvenirs, en retour, soutiennent des décisions plus fines. Dans la vie professionnelle, cette compétence change la manière de travailler. Une réunion vécue dans la dispersion laisse la sensation d'avoir été présent sans avoir réellement participé. Une réunion vécue dans la présence, même si l'on parle peu, produit une compréhension plus exacte des enjeux, des nuances, des non-dits. L'écoute soutenue n'a rien de passif. Elle crée le climat où une parole devient juste parce qu'elle est née d'une perception qui a pris le temps de se former. L'inverse est également vrai. Une réponse donnée trop vite, pour combler un silence ou s'aligner sur une cadence imposée, risque de manquer sa cible simplement parce que l'attention n'était pas restée avec la situation. Dans les relations, cette attention est un don. Regarder quelqu'un pendant qu'il parle, non pour chercher la faille ni pour préparer sa réplique, mais pour accueillir ce qui est dit, modifie la relation. Le visage de l'autre devient lisible, sa respiration audible, son rythme perceptible. Cette qualité d'écoute a un effet apaisant sur les deux interlocuteurs. Elle diminue les malentendus, non parce qu'elle trouverait la formule parfaite, mais parce qu'elle réduit les déformations produites par l'empressement et la projection. Elle permet aussi de dire non avec clarté lorsqu'il le faut, sans dureté inutile, parce que le non s'appuie sur ce qui a été réellement compris et non sur une interprétation hâtive. La journée ordinaire offre de multiples portes d'entrée pour cultiver cette présence. Le matin, avant d'ouvrir l'univers des sollicitations, rester quelques respirations avec la sensation du corps qui se réveille permet d'installer un premier ancrage. Au cours du travail, choisir un moment précis pour lire ces messages plutôt que de les égrener en continu évite de morceler l'attention en dizaines de fragments. À table, posez le téléphone hors de portée et mangez sans autre flux que la conversation ou le silence suffit à rendre au repas sa fonction de pause régulatrice. Le soir, marchez quelques minutes sans objectif précis, simplement pour laisser retomber la pression de la journée, crée une transition nécessaire. Ces gestes n'ont rien d'extraordinaire. Ils ne sont ni coûteux ni compliqués. Mais répétés, ils changent la texture du temps. Il serait tentant, par souci d'efficacité, de transformer ces invitations en protocoles rigides. Ce serait manquer leur sens. L'attention au présent n'est pas une nouvelle contrainte. Elle n'ajoute pas des obligations, elle retire de l'excès. Elle ne remplit pas les interstices, elle les protège. La journée qui gagne en présence n'est pas celle qui coche davantage d'étapes, c'est celle qui renonce à la dispersion superflue. Cette sobriété intérieure n'est pas une morale, elle est une hygiène. Elle ne juge pas ce qui s'est passé avant, elle propose un fil conducteur à partir de maintenant. Ce fil devient solide lorsqu'il se relie au corps. C'est souvent par la sensation que l'on revient le plus aisément. La plante des pieds sur le sol, la paume contre une tasse, l'air sur la peau du visage, la détente des épaules au bout d'une expiration, ces appuis concrets interrompent la boucle avec une efficacité que les arguments n'atteignent pas. Le raisonnement explique, la sensation ancre. Dans un environnement saturé d'informations, l'ancrage corporel agit comme une base de repli à portée immédiate. On peut s'y rendre en quelques secondes, sans matériel, même en présence d'autrui, simplement en redirigeant la conscience vers un point stable.
Il importe enfin de reconnaître que cet apprentissage progresse par fluctuation. Certaines journées paraissent claires, d'autres plus confuses. Parfois la dispersion reprend sans que l'on sache pourquoi, parfois la présence s'installe sans effort. Plutôt que de mesurer cette variabilité à l'aune d'une exigence, on gagne à l'accueillir comme la signature normale d'un organisme vivant. La régularité ne vient pas d'une performance continue, elle vient de la patience à recommencer. Revenir 1000 fois n'épuise pas, parce que chaque retour est un raccourci compris par le système. C'est ainsi que la compétence cesse d'être fragile. Elle devient un réflexe disponible, activable dans n'importe quel contexte, discret et efficace. Ce que l'on appelle attention au présent peut alors se résumer simplement. C'est la capacité de rester avec ce qui est en cours assez longtemps pour que la réalité de ce moment nous touche réellement, sans être immédiatement dissoute dans des projections ou des commentaires. Cette capacité ne vise pas l'exceptionnel, elle réhabilite l'ordinaire. Elle ne demande pas d'ajouter des couches de technique, elle propose d'en enlever. Elle ne cherche pas l'extase, elle cherche la justesse. À mesure qu'elle s'installe, le monde n'apparaît pas plus bruyant ni plus silencieux, il devient plus vrai. Et dans ce vrai, le corps, la pensée et l'émotion reprennent leur place sans se confondre. L'attention au présent ne s'impose pas naturellement à notre époque. Elle se heurte à un environnement conçu pour la détourner. Les flux d'informations, les signaux lumineux, les messages instantanés et les images défilantes stimulent les réflexes de réponse rapide plutôt que la perception continue. Chaque notification, chaque vibration, chaque nouveauté promet une récompense minime mais immédiate. Le cerveau, câblé pour repérer les changements dans son environnement, ne peut s'empêcher de réagir. Cette stimulation répétée renforce les circuits de la distraction et affaiblit ceux de la concentration. En quelques années seulement, nos outils ont réussi à redéfinir la structure même de notre attention. Nous ne sommes pas devenus moins capables, nous sommes devenus conditionnés à l'intermittence. Les neurosciences confirment que l'attention est une ressource limitée. Le cortex préfrontal, région impliquée dans la planification et la régulation des comportements, se fatigue à mesure qu'il doit filtrer les sollicitations. Plus les distractions augmentent, plus ce système consomme d'énergie pour maintenir la ligne de conduite choisie. C'est pourquoi l'on peut se sentir épuisé après une journée passée à ne rien faire de concret, mais à répondre sans cesse à de petites demandes. L'attention n'est pas infinie, elle se dépense, comme un muscle qui brûle après un effort continu. La fatigue cognitive qui en résulte se traduit par une perte de discernement, une sensibilité accrue à l'émotion et une difficulté à hiérarchiser les priorités. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une conséquence mécanique d'un excès de stimulation. L'exercice de la présence offre une alternative à ce modèle épuisant. Il apprend au cerveau à reprendre le contrôle de sa propre dynamique. En revenant volontairement à un seul objet de perception, une respiration, un son, une sensation, on entraîne les circuits responsables de la stabilité. À force de répétition, ces circuits gagnent en efficacité, exactement comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Le cerveau, qui s'était adapté à l'intermittence, peut ainsi retrouver sa capacité naturelle de continuité. Cette rééducation de l'attention n'est pas un retrait du monde, elle permet d'y participer autrement, sans être emporté par le flot. Les effets de ce réentraînement se ressentent dans tous les domaines de la vie. Sur le plan émotionnel, la présence agit comme un régulateur. Elle interrompt la réaction automatique qui suit habituellement la montée d'une émotion. Au lieu de se laisser happer par la colère ou l'angoisse, on remarque leur apparition, on en observe les manifestations physiques, et l'on choisit de ne pas ajouter d'interprétation immédiate. Ce simple décalage dans le temps modifie l'intensité du ressenti. L'émotion perd de sa force en même temps qu'elle gagne en clarté. Elle devient un signal utile plutôt qu'une tempête. Cette faculté à observer sans se confondre avec ce qui se passe intérieurement constitue l'un des fondements de la stabilité psychique. Sur le plan cognitif, la présence améliore la précision de la perception.
Lorsque l'attention est focalisée, les informations pertinentes sont mieux encodées, les distractions moins envahissantes, et la mémoire s'organise autour d'un fil cohérent. Les chercheurs en psychologie de la mémoire ont montré que l'esprit retient mieux les éléments vécus avec une attention soutenue, car ils sont associés à un contexte émotionnel et sensoriel plus riche. Autrement dit, ce que l'on perçoit vraiment laisse une trace plus profonde. À l'inverse, la dispersion crée des souvenirs fragmentés, souvent imprécis, qui alimentent la confusion. Cultiver la présence, c'est donc aussi cultiver une mémoire plus fidèle à la réalité. La dimension corporelle de cette pratique mérite d'être soulignée. Le corps est la première ancre de l'attention. Chaque sensation vécue dans le présent, le contact des pieds sur le sol, la chaleur d'une tasse, le mouvement d'une respiration, rappelle que la vie se déroule ici, dans cette fraction de seconde, et non dans les représentations mentales que l'on s'en fait. Cette attention sensorielle agit directement sur le système nerveux autonome. Elle favorise l'activation du système parasympathique, responsable du repos et de la récupération, et diminue l'activité du système sympathique, associé à la vigilance et au stress. En quelques respirations conscientes, le corps retrouve un rythme plus stable, et l'esprit s'apaise en conséquence. Ce dialogue entre physiologie et conscience montre que la présence n'est pas une idée abstraite, mais un mécanisme mesurable de régulation. La société moderne, orientée vers la performance, tend à valoriser la rapidité et la productivité. Dans ce contexte, la lenteur est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, la lenteur choisie n'est pas une perte de temps, elle est une manière d'éviter la dispersion. En ralentissant volontairement certaines actions, marcher, parler, manger, on redonne à chaque geste sa place complète dans le champ de la conscience. On cesse de courir après la fin pour redécouvrir la valeur du déroulement. Le temps subjectif se dilate, la tension intérieure diminue, la qualité d'exécution augmente. Cette transformation du rapport au temps ne dépend pas du contexte extérieur mais de la posture intérieure adoptée à chaque instant. La concentration prolongée a des effets visibles sur la créativité. Un esprit calme, capable de demeurer longtemps sur un sujet sans se disperser, produit des associations plus fines et plus originales. Les artistes, les chercheurs, les artisans expérimentent spontanément cet état de flux, un moment où l'action et la conscience s'accordent, où le temps semble suspendu, où la tâche se fait sans effort apparent. Ce n'est pas un privilège réservé à certains, c'est une conséquence naturelle d'une attention unifiée. Quand la pensée cesse d'être tiraillée entre mille directions, elle retrouve sa cohérence interne et sa puissance d'invention. Mais cette cohérence demande un environnement compatible. Les espaces saturés de bruit, de lumière artificielle et d'interruptions constantes rendent la présence plus difficile. Créer un cadre propice à l'attention, c'est donc aussi un acte d'écologie mentale. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'en réguler les intrusions. Fermer les notifications, réduire l'exposition visuelle inutile, accorder des moments de silence entre deux activités sont des gestes de préservation aussi essentiels que dormir ou manger. Le cerveau, pour fonctionner de manière optimale, a besoin d'alternance entre stimulation et récupération. Sans ces cycles, il s'épuise. La technologie n'est pas en soi ennemie de la présence. Utilisée avec discernement, elle peut même la soutenir. Un enregistrement sonore d'ambiance, une application de respiration, un rappel pour faire une pause sont des outils neutres qui deviennent positifs si l'intention est claire. Ce qui nuit à l'attention, ce n'est pas l'outil, c'est l'usage impulsif et continu. L'attention au présent implique donc aussi une éthique du numérique, apprendre à choisir quand et comment se connecter, et non subir le flux. Cette autonomie cognitive constitue une forme moderne de liberté. Sur le plan collectif, l'affaiblissement de la présence a des répercussions visibles. Une société qui valorise l'immédiat produit des décisions politiques, économiques et sociales de plus en plus réactives. Les institutions, comme les individus, finissent par fonctionner dans un mode d'urgence permanent. La perte de vision à long terme n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question d'attention. Ce que l'on ne regarde pas en profondeur se déforme.
Retrouver une culture de la lenteur et de la réflexion revient donc à réhabiliter une dimension politique de la présence, celle qui permet de penser avant d'agir, d'écouter avant de répondre, d'observer avant de juger. Dans la sphère intime, la présence modifie la relation à soi. Elle met fin à la confusion entre identité et performance. Être attentif à ce que l'on ressent, à la façon dont le corps réagit, à la manière dont la pensée s'élabore, c'est rétablir un contact direct avec ce qui vit en nous. Cette forme d'introspection lucide n'a rien de narcissique. Elle constitue une base de stabilité sans laquelle aucune ouverture aux autres n'est durable. On ne peut offrir une écoute authentique que depuis un esprit qui sait déjà s'écouter lui-même. Cette cohérence intérieure se construit par de petits actes répétés, respirer avant de parler, reconnaître la fatigue avant qu'elle ne devienne colère, se taire avant d'ajouter une phrase de trop. La présence est aussi une manière d'habiter le monde sensible. Regarder un paysage sans chercher à le photographier, écouter une musique sans la commenter, observer le visage d'un enfant sans anticiper la prochaine activité, ces gestes simples restaurent le lien direct avec le réel. Il redonne à la perception sa dimension qualitative, celle que la vitesse efface. Ce que l'on voit vraiment n'a pas besoin d'être enregistré pour exister. En retrouvant cette évidence, on redécouvre la profondeur du quotidien. Le monde n'a pas changé, mais la manière de le voir redevient vivante. Psychologiquement, cette attitude de présence favorise un état qu'on pourrait appeler sécurité intérieure. Elle ne repose pas sur la certitude que tout ira bien, mais sur la confiance dans la capacité à faire face au réel tel qu'il vient. La peur de l'inconnu diminue lorsqu'on apprend à demeurer avec ce qui est déjà là. L'esprit cesse d'imaginer des catastrophes futures pour se concentrer sur ce qu'il peut réellement faire maintenant. Cette forme de calme actif s'oppose à la passivité. Elle prépare des actions plus justes, car elles naissent d'une perception claire et non d'une fuite en avant. L'attention au présent, comprise ainsi, devient une compétence vitale dans un monde d'excès. Elle permet de filtrer sans se couper, de choisir sans se refermer, de ressentir sans se perdre. Ce n'est pas un luxe spirituel mais une nécessité biologique et culturelle. Car une civilisation qui perd la maîtrise de son attention perd aussi sa capacité à se penser elle-même. Retrouver cette maîtrise, c'est retrouver le pouvoir de choisir la qualité de sa conscience. Et c'est précisément dans ce choix, celui d'être là, que commence la liberté véritable. La pratique de l'attention au présent conduit peu à peu à une transformation silencieuse, elle rétablit l'unité entre le corps, la pensée et l'émotion. Là où auparavant ces trois dimensions fonctionnaient séparément, l'esprit anticipant pendant que le corps agit et que l'émotion réagit, elles retrouvent un rythme commun. Cet accord intérieur ne se produit pas en un instant, il se tisse lentement, à force de retour conscient vers l'expérience directe. Il n'a rien d'extraordinaire, c'est un réajustement vers ce que la vie elle-même cherche naturellement, la cohérence. Chaque organisme vivant, pour se maintenir, doit coordonner ses fonctions. Lorsque la respiration, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale s'accordent, le système entier gagne en efficacité et en sérénité. Les neurosciences parlent de cohérence physiologique, un état dans lequel les oscillations du cœur et de la respiration s'harmonisent, envoyant au cerveau des signaux de stabilité. Cette cohérence ne dépend pas d'une technique particulière, mais de la qualité d'attention que l'on accorde à ses sensations. Sentir sa respiration sans la contrôler, observer la tension d'une épaule sans chercher à la corriger, percevoir le mouvement d'une pensée sans la juger, ces gestes simples rétablissent le dialogue entre les niveaux du vivant. L'attention n'est pas un instrument de domination du corps, mais un mode d'écoute. Lorsque ce dialogue s'installe, la perception du temps se modifie. Le présent cesse d'être une succession d'instants à traverser pour devenir un espace à habiter. L'esprit n'avance plus dans le temps comme dans un couloir, il s'y déploie comme dans une pièce. Cette expérience n'a rien de mystique, elle traduit un changement de fonctionnement neuronal. Le cerveau, moins sollicité par les projections et les rappels, traite plus finement les signaux sensoriels. Les couleurs paraissent plus nettes, les sons plus profonds, les gestes plus précis.
Ce n'est pas le monde extérieur qui s'intensifie, c'est la conscience qui cesse de se dissiper. Dans cet état de clarté tranquille, les émotions perdent leur caractère d'urgence. Elles apparaissent comme des mouvements internes, informatifs plutôt qu'envahissants. La colère devient la trace d'un besoin non entendu, la peur, le signe d'une vigilance à ajuster, la tristesse, une manière de reconnaître une perte. L'attention transforme ainsi les émotions en messages au lieu de les subir comme des tempêtes. Elle redonne à l'expérience affective sa fonction première, informer la conscience sans la déstabiliser. Cette intelligence émotionnelle n'a pas besoin de mots compliqués, elle se manifeste par la simplicité d'un esprit qui sait rester ouvert à ce qui le traverse. Sur le plan social, la présence change profondément la relation. Écouter réellement quelqu'un, sans filtrer ses propos à travers nos attentes ou nos jugements, ouvre un espace de rencontre authentique. L'autre cesse d'être un miroir de nos pensées, il redevient un être perçu dans sa singularité. Cette écoute n'est pas un effort de politesse, mais un acte de conscience. Elle demande la même disponibilité que celle que l'on cultive envers soi-même. En apprenant à rester présent à son propre flux intérieur, on devient capable de demeurer présent à celui d'autrui. L'attention est contagieuse, elle apaise les échanges, clarifie les intentions, réduit les malentendus. Elle transforme la communication en compréhension mutuelle. La présence redéfinit également notre rapport à l'action. Loin de nous ralentir, elle permet d'agir avec plus de justesse. Dans la précipitation, nous multiplions les gestes inutiles, dans la conscience, chaque geste devient porteur de sens. L'artisan qui travaille en pleine attention n'est pas seulement efficace, il crée avec justesse. Le sportif qui se concentre sur la qualité du mouvement plutôt que sur le résultat final trouve une précision que l'effort brut ne permet pas. Cette qualité d'action vient du fait que la pensée ne devance plus le corps, elle l'accompagne. Le présent cesse d'être un obstacle entre l'intention et le résultat, il devient leur point de rencontre. Psychologiquement, la présence agit comme un rééquilibrage entre le contrôle et le lâcher-prise. Le contrôle excessif enferme, l'abandon total disperse, la présence choisit la voie du milieu, celle de la vigilance détendue. Elle observe sans s'agripper, elle intervient sans s'imposer. C'est dans cet état que se manifeste la véritable liberté intérieure, la capacité d'agir sans être dominé par l'automatisme. Un esprit présent n'est pas figé, il reste disponible, adaptable, mais non soumis. Il répond au monde plutôt qu'il ne réagit à lui. Cette lucidité tranquille a des effets mesurables sur la santé mentale. Les études sur la méditation de pleine conscience, la respiration consciente ou la concentration prolongée montrent toutes une diminution des marqueurs de stress et une meilleure régulation de l'humeur. Le cerveau apprend à ne plus s'enflammer pour chaque stimulation mineure. Les circuits de la peur, situés dans l'amygdale, s'activent moins fortement, ceux du contrôle attentionnel, dans le cortex préfrontal, prennent davantage le relais. Ces ajustements biologiques traduisent un apprentissage, la conscience qui revient régulièrement au présent modifie la manière dont le cerveau interprète le monde. Elle le rend plus stable, plus souple, plus apte à l'équilibre. À mesure que cette stabilité s'installe, une autre forme de satisfaction apparaît. Ce n'est pas la joie spectaculaire des moments d'euphorie, mais une paix discrète, semblable à un arrière-plan silencieux qui soutient le reste. Les choses cessent d'être vécues en opposition, plaisir contre douleur, réussite contre échec, possession contre perte. Elles reprennent leur continuité naturelle. L'existence n'a plus besoin d'être constamment excitante pour être vivante. Le calme n'est plus un manque, mais un signe de maturité de la conscience. L'attention au présent réhabilite aussi le vide. Dans une culture qui valorise le plein, le vide fait peur, il évoque l'ennui, l'inutilité, la perte de sens. Pourtant, ce vide n'est pas une absence, il est la condition de toute perception claire. Sans silence, aucun son ne se distingue, sans pause, aucune parole n'a de poids. Le vide intérieur, lorsqu'il est assumé, devient une forme de disponibilité, un espace où le réel peut apparaître tel qu'il est.
C'est là que se loge la créativité véritable, celle qui ne vient pas d'une accumulation d'idées, mais d'une écoute profonde du monde. Cette écoute mène naturellement vers le corps. Car c'est lui, bien plus que la pensée, qui perçoit la réalité première du moment. Le battement du cœur, la température de l'air, la tension d'un muscle sont des messages directs du présent. Ils ne mentent pas, ne spéculent pas, ne jugent pas. Ils informent. Être attentif au présent, c'est donc revenir à cette intelligence corporelle qui précède le langage. La pensée peut analyser, mais c'est le corps qui ressent et régule. Quand on réapprend à l'écouter, on découvre qu'il possède sa propre mémoire, son propre rythme, sa propre logique. Il devient le centre de gravité à partir duquel la conscience peut s'orienter. Dans un monde saturé de concepts et de symboles, cette redécouverte du corps représente une forme d'ancrage. Elle rappelle que la présence n'est pas seulement mentale, elle est sensorielle, tangible, incarnée. C'est le corps qui nous relie au réel, qui signale les déséquilibres, qui nous ramène à la mesure. Lorsque l'attention se dépose sur lui, le temps ralentit, la pensée se simplifie, et l'esprit retrouve son axe. C'est à ce point d'équilibre que s'ouvre la suite naturelle de la réflexion et c'est ce que nous verrons dans la partie 17, la mémoire vivante.